Bonsoir à tous et bienvenue dans le cadre de ce magazine Culture 7 le Mag. C'est toujours un plaisir de vous savoir câblé au programme de la télévision panafricaine, car on ne peut se passer d'être informé culturellement. Et justement, je vous propose d'aller regarder avec moi le sommaire. Au Niger, l'hippodrome de Niamey vibre sur les traces d'un cheval légendaire. Les ruines de Homs inspirent les artistes syriens. Le relais d'art Victoire Issémé ne manque point d'initiative avec cette fois un atelier de peinture allant du 16 mars au 15 avril 2016. Nouvelle pépite d'or dans la réalisation, l'artiste David Boussou est l'invité spécial de Culture 7 le Mag. Voici pour le sommaire, vous êtes sur Culture 7 le Mag. En deuxième partie de ce numéro, vous aurez l'occasion d'avoir sur ce plateau un invité très spécial en la personne de David Boussou. Mais avant, je vous propose d'aller regarder en long et en large les détails du sommaire précédent. A tout de suite. Une fois 6 000, 7 000, 8 000, une fois 8 000, deux fois 8 000, 9 000 pour deux. Les paris sont pris, rien ne va plus à Niamey. Chaque week-end, jockeys, chevaux de course et parieurs envahissent l'hippodrome sableux de la capitale du Niger. Les réglementations sont inexistantes, mais les turfistes sont là, prêts à miser quelques euros sur leur canasson favori. Puis ici, chacun parie sur un de cheval. Donc en fin de course, le premier et le deuxième remportent. C'est amusement. Moi, je suis pauvre, mais c'est amusement parce que ça me plaît. Ça me plaît trop même. Cet après-midi, 8 chevaux sont en course. La légende raconte qu'un équidé du Niger a même couru devant la reine d'Angleterre après avoir remporté toutes les courses de la région il y a plus de 50 ans. À l'arrivée, c'est Noura qui remporte la course avec son bonnet fétiche, empochant au passage une cinquantaine d'euros. On apprend à monter dès l'enfance. Comme je gagnais beaucoup de courses en brousse, on m'a fait venir à Niamey. Malgré la passion des sports équestres, les moyens font cruellement défaut. Mauvais état de la piste, chevaux mal soignés et paris non enregistrés. Seule la flamme pour les courses hippiques entretiennent la vie de l'hippodrome. Rien n'est institutionnalisé ici. Rien. Les paris, les jockeys, les paraphernaliers, les enfants même qui travaillent, ils n'ont pas de salaire. C'est-à-dire il n'y a rien, tout est géré, si vous voulez, de façon grégaire. Ce dont on a besoin, c'est des investissements ici à l'hippodrome pour que nous puissions institutionnaliser les courses, institutionnaliser les professions et les fonctions, les attributions de tous ceux qui interviennent. Avec ou sans un investissement de l'État nigérien pour réglementer les sports hippiques, les courses reprendront le week-end suivant, avec l'espoir de voir briller un nouvel étalon sur les hippodromes internationaux. Il pleut sur Homs, film syrien réalisé à l'été 2014. Il raconte l'histoire de deux sœurs qui retournent dans leur ville natale à la recherche de leurs frères disparus. Pendant 100 jours, l'équipe de tournage a vécu au milieu des ruines, 3 mois après le départ des rebelles. 1 an et demi plus tard, le réalisateur Joud Saïd est à nouveau en tournage à Damas. Pour ce lauréat du prix du meilleur film arabe au Festival du Caire 2015, la ville était plus qu'un décor. Ces ruines étaient un des personnages du film, dans le sens que ces ruines représentent à quel point on est monstrueux, de quoi on est capable comme des êtres humains, de quoi on est capable de destruction et de massacre, pas seulement vis-à-vis des hommes, mais aussi vis-à-vis de notre culture, de l'architecture, etc. Autrefois surnommée la capitale de la révolution par les opposants au régime de Bachar al-Assad, Homs est aujourd'hui repassée dans les mains de l'armée. Mais complètement détruite, elle est devenue une source d'inspiration pour de nombreux artistes. Yara Issa est peintre, originaire d'un quartier de la vieille ville de Homs. Elle a dû s'exiler à Damas après la destruction de sa maison. J'ai habité et grandi à Homs. J'ai vu la destruction de la ville de mes propres yeux et j'ai remarqué à quel point ça affectait les habitants là-bas. Les déplacés, les gens tués, toutes ces horreurs se sont accumulées dans ma mémoire et font que mes tableaux sont inspirés par la guerre. J'utilise des couleurs qui suggèrent la tristesse. Jaafar Mehri, lui, est photographe.
Il propose aux couples qui vont se marier de faire leurs photos dans les ruines de Homs. Son message, l'amour existe en dépit des ruines, trouve un écho chez certains couples. J'ai accepté de prendre mes photos dans cette zone dévastée parce qu'un jour, je les montrerai à mes enfants pour leur expliquer que malgré toute cette tristesse, la vie continue. Si la vie continue, le régime syrien a déjà fait plus de 260 000 morts et déplacé plus de la moitié de la population. Encore une fois, l'Aurélie-d'Art Victoire Issembe n'est pas en reste concernant l'activité culturelle du continent. En effet, depuis le 16 mars dernier, l'établissement est sous les projecteurs avec la présentation d'un atelier de peinture animé par Maître Minko Mise aux côtés d'un peintre russe. Fruit d'une réelle collaboration entre l'ambassade de Russie et l'Aurélie-d'Art dans l'optique d'offrir une chance aux jeunes talents en manque de moyens mais désireux de réussir par une formation. Dans le cadre du lancement de cet événement, la fondatrice du dit établissement s'est entourée d'une forte délégation russe, de l'ambassadeur, du gouverneur de la province de l'Estuaire qui aura ouvert les portes de l'atelier avec notamment la traditionnelle coupure du ruban pour enfin laisser place à une belle exposition des œuvres des deux peintres. Véritable échange de procédés et de techniques, bien que la peinture soit un art, l'un comme l'autre aura donné au public de quoi s'en mettre plein la vue. Le lancement de l'atelier fut également l'occasion pour chacun des artistes de s'identifier dans un courant qui lui est spécifique au travers des tableaux dont les expressions semblent être variantes et bellissimes avec une connotation culturelle particulière. Слишком подробно работу объяснить невозможно, потому что quand je fais des tableaux, évidemment, ça dépend quel tableau je fais. Si c'est abstrait, c'est une chose. C'est l'interaction des espaces, des choses un peu pas très visibles. Si c'est des tableaux figuratifs, évidemment, presque chacun comprend ce que je peins. Donc, en deux mots, c'est comme ça que je peux commencer à expliquer mes tableaux. Потому что без них нельзя. Это принципы композиции. C'est de la sculpture peinture, peinture, acrylique, plus des matériaux collés, des matériaux spécifiquement gabonais. Donc vous avez l'unvette, vous avez une calebasse qui dessine la carte de l'Afrique et derrière la calebasse se cache notre culture. Derrière le son, derrière la forme, se cache la culture. Voilà. Donc derrière toute identité, derrière tout personnage, se cache son identité culturelle. C'est un peu le tableau qui rehausse toujours l'image de la femme, mais cette femme qui pleure la déperdition de la culture gabonaise. C'est un peu un discours globaliste sur la perte de notre culture. Débuté depuis le 16 mars au Aurélie-d'Art Victoire Issembe, l'atelier de peinture qui compte se poursuivre jusqu'au 15 avril ouvre ses portes à tout public et pour une formation enrichissante. Si vous nous prenez en l'instant, vous êtes en deuxième partie de ce numéro Culture 7 Le Mag. Et justement, pour ce numéro, nous avons un invité spécial. L'homme a des productions aussi célèbres que son nom. Lui, c'est David Mboussou. Bonsoir David. Bonsoir Pierre. Alors, c'est un véritable plaisir de vous avoir sur le plateau de Culture 7 Le Mag. Le plaisir est partagé. Alors, réalisateur, metteur en scène, directeur photo, et j'en passe, finalement, où peut-on vous situer ? Écoutez, réalisateur, directeur photo, metteur en scène, ça fait beaucoup. En tout cas, apprenti, ça c'est sûr. Expérimentateur, j'expérimente la réalisation à travers différents formats, le clip, le documentaire,
de la fiction. Oui. J'apprends tous les jours. Difficile de m'assumer, de me reconnaître dans tous ces qualificatifs. En tout cas, je fais du contenu, je fais de l'image, je fais du son. J'essaye en tout cas. Exactement. Alors cette aventure que vous avez avec l'audiovisuel vous sied-elle? Écoutez, c'est ma passion depuis tout petit quand même. J'ai fait des études de commerce, mais à côté de ça, je ressentais le besoin de faire des films. C'est preuve que voilà, c'est une passion qui ne m'a jamais quitté. Est-ce qu'elle me scie? Oui et non, il y a toujours les difficultés. Quand il y a les difficultés, on se demande si la chose est vraiment faite pour nous, mais en tout cas, je les surmonte autant que faire se peut, et voilà, je fais des films que vous aimez, j'espère. Et que bien sûr, nous l'aimons. Alors, ma question qui arrive, c'est celle de savoir qu'est-ce qui vous aura motivé à vous lancer? Écoutez, c'est le besoin de faire s'évader les gens. Oui. Moi, tout petit, j'ai grandi devant des films, et les films m'ont fait voyager, m'ont fait découvrir d'autres cultures, m'ont sorti un peu de mon quotidien, et m'ont touché. J'ai appris la vie à travers les films, et j'essaye, à travers les miens, de faire ressentir quelque chose, de transmettre des émotions comme moi j'ai pu en ressentir. Vu l'expérience que vous avez aujourd'hui, est-ce qu'il vous a fallu faire des études pour en arriver là? Non, c'est pour ça que quand mes concitoyens de jeunes Gabonais me demandent est-ce qu'il faut faire des études, je dis qu'il faut avant tout de la rigueur, parce que la rigueur nous permet seuls, sans être en école, d'aller vers des gens expérimentés qui nous donnent des conseils, oui. D'aller en ligne, d'apprendre en regardant, et surtout de nourrir sa vision. Quand je dis nourrir sa vision, ça veut dire parfois sortir du cinéma, apprendre à vivre, parce que c'est finalement le vécu qui nous nourrit et qui nourrit nos films. Il faut apprendre à avoir une vision claire. Exactement. Une vision claire de ce que l'on ressent. Et ensuite, je pense que la technique, tout le monde peut l'apprendre. Il suffit d'observer, d'expérimenter. Aujourd'hui, on peut acheter des caméras qui coûtent de moins en moins cher et avec lesquelles on peut faire des films. Il faut tester ces petits objets quand on a l'occasion d'en avoir, quand on peut les louer, quand on peut nous en prêter. Il faut faire des films, il faut en refaire, il faut se tromper. Et on apprend au fur et à mesure. Et je dis aussi toujours, c'est bien d'apprendre l'anglais. Parce qu'une bonne partie des ressources en ligne sont en anglais. D'accord. Alors, on vous retrouve dans la réalisation des clips vidéo, on vous retrouve dans du cinéma, et d'ailleurs avec le short film qui a été sélectionné au Real Independent Hollywood, je précise. C'est ça. Au Real Independent Festival Film 2014. C'est ça. Justement, si on en parlait. Écoutez, c'était le Fréquence, justement. C'était la première fois que je faisais un court-métrage, disons, avec une équipe. Oui. Parce que jusqu'alors, j'avais fait des films avec mon 5D. Je faisais tout. Je cadrais, je montais, je faisais la musique. Et là, pour la première fois, j'expérimentais la collaboration. C'est-à-dire, j'ai eu un directeur photo, j'ai eu une assistante réalisatrice, j'ai eu un chef électro, j'ai eu une décoratrice. En fait, à la base, je devais faire mon film tout seul, avec un 5D. Oui. Puis, le hasard des choses a fait que ma vision a attiré des personnes qui ont accepté de s'investir presque bénévolement dans ce film, et est née Fréquence, qui a été sélectionné dans quelques festivals. C'était la première fois que ça m'arrivait. Alors, on sort du cadre du cinéma, on va sur les films documentaires. Là encore, vous êtes très à l'aise derrière la caméra. Écoutez, j'ai pas envie de dire que je suis à l'aise, même si c'est l'image que peut-être j'ai pu renvoyer. Mais j'ai souvent peur derrière la caméra parce que finalement je suis vulnérable, mon travail va être vu, je me dévoile et on a peur que ce qu'on saisisse finalement ne parle à personne. Donc j'aimerais surtout pas faire croire aux gens que j'approche mon travail avec certitude, avec confiance. Je l'approche avec beaucoup de stress, avec beaucoup de peur, mais je pense que ça fait partie aussi du travail de l'artiste, de saisir cette peur et de la mettre de côté, de la surmonter. Voilà. Vous mettez sur pied un très gros projet, I Am Congo. Un projet qui vous a valu pas mal de vues sur le net. Aujourd'hui, ce projet est concret. D'où est partie l'idée? Écoutez, I Am Congo, c'était l'envie de raconter l'Afrique autrement. Oui. Je pense que vous, en tant que Gabonais, vous avez déjà dû voir
des images, que ce soit du Gabon, du Congo, de l'Afrique en tout cas, faites par des personnes qui venaient de l'extérieur et qui ne reflétaient pas peut-être le Gabon que vous connaissiez. En tout cas, moi, c'était le sentiment qui m'animait. Et quand j'ai eu cette opportunité d'aller tourner au Congo, je me suis dit, on va faire un film qui vient de l'intérieur. On va se situer à la même hauteur que les Congolais et on va leur donner l'occasion de s'exprimer et de montrer le meilleur d'eux-mêmes, le meilleur de leur pays, avec dignité, et montrer que le Congo, l'Afrique, ce n'est pas que ce que les gens ont l'habitude de voir sur leur poste de télévision, sur Internet. C'est aussi des rires, c'est aussi de la fierté, c'est aussi de la joie. C'est un patrimoine naturel luxuriant, phénoménal, qui demande à être préservé activement. Et I Am Congo, c'était l'envie justement de montrer tout ça. Voilà, I Am Congo, c'est justement une belle découverte. Il vous a fallu combien de temps pour tourner? Comment ça s'est passé? Vous avez rencontré des difficultés quand même? Écoutez, on a eu à peu près 2 mois de préparation. Ça s'est passé très très rapidement. On avait une charte, je l'ai co-réalisée avec Juan Ignacio Davila, qui est un réalisateur équatorien avec lequel j'avais déjà tourné au Gabon. Donc il connaissait déjà plus ou moins l'Afrique. Et on est allé au Congo avec une charte esthétique et éditoriale, c'est-à-dire on savait quel type d'esthétique on voulait. On savait que sur le plan éditorial, on ne voulait pas traiter de sujets politiques, par exemple, on voulait un sujet qui rassemble. D'accord. Mais à partir de là, tout s'est décidé sur place. Les personnes qu'on allait interroger, comme les sapeurs, etc., c'était pas quelque chose de prémédité. Parce qu'on voulait justement quelque chose de très instantané, quelque chose de très spontané, donc quelque chose de naturel. À la base, il fallait que ça soit... Vous aviez l'idée de faire une web-série, à la base? Non, on avait l'idée de... on avait cette intention de sublimer le Congo, de montrer ce qu'il y a de plus beau. On ne savait pas exactement quel format ça allait être. On rencontrait des personnes, on filmait autant qu'on pouvait. Et ensuite, tout s'est décidé au montage. Et justement, chers téléspectateurs, je vous amène à découvrir cette belle production de David Mboussou. Regardez, et juste après, on est ensemble. Quelle chance d'avoir été un guide touristique dans ce beau pays qu'est le Congo. Et dont pourtant, nombreuses sont les personnes qui en ignorent encore la beauté. Peut-être connaissez-vous déjà ce pays sous un angle particulier. Peut-être que l'on vous en a déjà rapporté quelques histoires, quelques sons, quelques carnets de voyage. Mais s'il y avait bien plus encore, s'il y avait un autre Congo. Moi, je dis que dans mon pays, une rencontre fabuleuse vous attend toujours, à chaque coin de rue. Voilà, de retour sur le plateau de Culture 7 Le Mag. David, alors, cette série a-t-elle été diffusée en télé? Elle a été diffusée sur la télé, 2 chaînes locales au Congo. Oui. Peut-être au Gabon bientôt. Peut-être au Gabon bientôt. Mais sinon, est-ce que vous avez des retours Oui, elle a été diffusée sur Internet parce qu'on ne voulait pas la commercialiser, on voulait la rendre accessible. Le but, c'est que les Congolais, et peut-être plus largement les Africains, s'approprient ce contenu, s'approprient ce patrimoine naturel et culturel. Ouais. C'est pour ça qu'on est passé par le web, une diffusion accessible à tout le monde, qui nous a valu un Vimeo Staff Pick. C'est un label décerné par le staff de Vimeo qui sélectionne les meilleures images, qui nous a valu, qui a permis au travail de se faire connaître. Et on a eu, je pense, sur le premier épisode, un peu plus de 300 000 vues. D'accord. Alors, diffusé en télé, est-ce que vous avez quand même des retours du public congolais? C'est des personnes qui, souvent, la plupart me disent qu'elles ont pleuré.
Surtout, ça, on a ces retours des Congolais qui sont allés à l'étranger et qui ont eu un sentiment de nostalgie en voyant leur pays représenté de cette façon. Et il y a les gens restés sur place qui découvraient leur patrimoine naturel sous un angle qu'ils ne connaissaient pas. Parce qu'on a pu avoir des prises de vue aériennes, on a pu rencontrer des primates, on a pu rencontrer des éléphants, des animaux à l'état sauvage, et c'est merveilleux. Alors, au vu de la qualité d'image, j'imagine, c'est une grosse production que l'on retrouve derrière. La question qui arrive, c'est celle de savoir, est-ce que vous avez été accompagné dans le cadre de ce projet, financièrement parlant? Écoutez, justement, là, c'est encore quelque chose que j'ai envie de démystifier. C'est... pour faire un film, il ne faut pas nécessairement beaucoup d'argent. Ce film a été possible évidemment grâce au concours de la productrice Danielle Sassou Nguesso, qui nous a permis d'accéder au pays, d'accéder à ce patrimoine. Mais ensuite, ça a été aussi le concours de techniciens et de boîtes de production qui ont accepté de nous donner du matériel presque bénévolement. Et j'aimerais aussi adresser un message à l'endroit de mes confrères gabonais qui aimeraient faire de la réalisation, en leur disant qu'il faut aussi apprendre à travailler en partenariat. Avec des loueurs qui peuvent vous prêter du matériel parce qu'ils vous font confiance. Il ne faut pas hésiter à aller vers les gens. C'est ce qu'on a fait. C'est des personnes à qui on a montré notre travail et qui estimaient qu'ils avaient tout intérêt à travailler avec nous. Ils nous ont donné leur matériel qui ne nous a rien coûté. On a fait venir 2 techniciens de l'étranger, donc on était une équipe de juste 4 personnes. 4 personnes. C'est dire qu'avec du travail, de la motivation, on peut faire de belles productions. Et de la rigueur. Et de la rigueur. Voilà. Que pensez-vous des productions africaines? Je pense que des personnes ont le mérite de se lever le matin et avec les moyens qu'ils ont de faire des films. Je n'ai aucune critique à formuler à l'endroit de mes concitoyens gabonais parce que c'est de la critique facile. Des personnes postent des vidéos de production gabonaise sur Internet et on rit. Oui, on peut en rire dans une certaine mesure, mais je pense qu'il faut surtout encourager. Il ne faut pas avoir de complexe. C'est des personnes qui ont le mérite de sortir des histoires à travers lesquelles le Gabonais peut se reconnaître dans ces histoires. C'est déjà quelque chose qu'il faut saluer. Et moi, je salue tous ces Gabonais qui font l'effort de faire ces films-là. Voilà. Alors David, justement, on va terminer en beauté. Et s'il y avait un message à passer, parce que Culture 7 vous considère comme un exemple, s'il y avait un message à passer aux réalisateurs, aux producteurs, ce serait lequel? Aux producteurs, je dirais, n'ayez pas ce complexe qui fait que constamment vous sollicitiez des personnes qui viennent de l'étranger. Faites un échange de compétences, coupez la poire en deux, parce que personne ne racontera aussi bien des histoires gabonaises que des Gabonais. Certes, les Gabonais ont besoin d'être formés. Faites venir des gens, organisez des échanges de compétences pour qu'à long terme, les Gabonais puissent faire leurs propres films. On en a besoin et ce serait une fierté pour ces producteurs-là. Ils se feraient même du bien à eux-mêmes et du bien à leur pays. À la jeunesse, je dirais, ne vous découragez pas. Vous avez la chance d'être à une époque où les moyens de production sont de plus en plus accessibles. À l'époque, on tournait en pellicule, c'était des processus photochimiques, etc. C'était plus ou moins laborieux. Aujourd'hui, avec une petite caméra, on a un rendu professionnel. Soyez curieux, soyez rigoureux. Soyez rigoureux, ne vous reposez pas sur vos lauriers, observez ce que les autres font. Regardez énormément de films, allez sur Internet, nourrissez-vous, apprenez l'anglais, allez sur des forums en anglais et n'ayez pas honte. N'ayez pas honte de faire émerger la culture gabonaise parce que, vous savez, il y a des personnes qui ont ce complexe de dire la tradition, on ne va pas la présenter de telle ou telle manière, on ne va pas faire un film trop gabonais. Pourquoi est-ce qu'on aurait honte de faire un film gabonais? Les Américains n'ont pas honte de faire des films américains, de faire des films qui leur ressemblent. Je pense qu'il faut être nous... C'est peut-être le complexe aussi. À 200%. C'est justement le complexe qu'il faut abandonner. Parce que je peux vous dire que quand on arrive à surmonter ce complexe, les gens à l'extérieur s'émerveillent de voir ce type de contenu. Et ils ne demandent que ça. Aujourd'hui, les gens cherchent de la nouveauté. Les films américains, on les connaît. Les films français,
on les connaît. Aujourd'hui, on cherche de la nouveauté, et la nouveauté vient des pays qui ne se sont pas encore exprimés, comme le nôtre et comme d'autres pays d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie. Ne vous découragez pas, soyez rigoureux, on est ensemble. Soyez rigoureux, je pense que le message est passé, Mboussou. Ce fut un véritable plaisir de vous avoir sur le plateau de Culture 7 Le Mag. Le plaisir est partagé. Alors, chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous sur un prochain numéro de Culture 7 Le Mag. D'ici là, restez câblés et restez sur les programmes de la télévision panafricaine. Canal 7, à très bientôt.